Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Luc Morin, directeur général de l'Association d'investissement industriel de Hawkesbury, afin de discuter de développement économique, du rôle de l'association, des problématiques liées à la main-d'œuvre et de l'importance de la participation citoyenne. Luc Morin, bienvenue à Break Time. Luc, tu es le directeur général du Hawkesbury Industrial Investment Association, le HIIA. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a bien des gens qui se demandent c'est quoi. Moi, j'ai découvert cette organisation-là à peu près 3 ans passés quand j'étais journaliste à la Pige. Fait que j'ai eu la chance d'aller à une de vos assemblées, de rencontrer, même d'interviewer quelques membres clés. Fait que j'ai eu une bonne idée c'est quoi, mais j'avais aucune idée avant ça. Qui c'était? Donc, pourrais-tu me peindre un portrait en commençant du HIIA? C'est quoi? OK. HIA, connu aussi sous le nom de AIIH. Ah, OK. Alors, l'Association d'investissement industriel de Hawkesbury. D'accord. C'est une association qui a été fondée en 1963. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait au-delà d'une 50aine d'années que ça existe. C'est un groupe de gens d'affaires qui s'avaient mis ensemble pour aider la communauté de Hawkesbury, pour étendre le footprint, comme on dit en bon français, de l'industrialiste. OK. Disons que dans ce temps-là, il avait fait des bons d'impact. Si on regarde aujourd'hui les bons d'impact communautaires, qui est une grande chose, pour partir des entreprises, puis certains de ces gens pensent qu'ils ont inventé la roue avec les bons d'impact, mais ça se faisait déjà ici à Hawkesbury en 1963. OK. Avec le temps, ils ont progressé. Au niveau du mandat, c'est surtout pour la rétention de la main-d'œuvre et aussi la création d'emplois. OK. Ça fait que ça, c'est beaucoup les grandes lignes. Et aussi d'aider les nouveaux industrialistes à s'établir dans la région. On dit de Hawkesbury, mais on dessert la région de Prescott. OK. Alors, Hawkesbury, Champlain, Hawkesbury-Est et Alfred Plantagenet. OK. Maintenant, aujourd'hui, en 2021, on a quand même un conseil d'administration qui s'est renouvelé. Certains de nos membres, leur père était membre fondateur et aujourd'hui, leurs enfants ont pris leur place. Au niveau des joueurs sur le conseil d'administration, Anthony Ashley avec Asgo, les groupes de Asgo. On a Philippe Legault avec Legault Plumbing, Marc-André Labelle, un autre industrie dans le même genre mechanical. On a aussi Jean-Guy, qui avait l'industrie de plumbing, là, comme qu'on dit, electrical, à ce genre-là. Lui, ça fait quand même assez longtemps. Ça serait l'aîné, si vous voulez, du conseil d'administration en ce moment. On a aussi Mélanie Desjardins de Contact, qui porte main forte aussi là, sur le côté des ressources humaines. Oui, c'est une autre expertise complètement. Oui, c'est bon à voir aussi. Oui, absolument. Et aussi Linda Cowett, la directrice générale du CHNAI. Un nouveau venu cette année, Alain, qui est le propriétaire de Green Beaver. Oui. Et laissez-moi voir si j'en ai manqué un. J'en ai nommé 8, j'espère. J'ai pas la liste devant moi. J'avais une question pour toi parce que je suis pas certain de savoir c'est quoi un bon d'impact. Juste pour y revenir. Tu parlais de ça tantôt, que c'était quelque chose qui avait été mis sur pied. Oui. C'est quoi exactement un bon d'impact? Un bon d'impact d'aujourd'hui, on appelle les bons d'impact communautaires, où ce que on a des parts pour des contributeurs de la communauté. C'est un genre de capital patience.
Alors, aujourd'hui, il y aurait des bons d'impact, à titre d'exemple, de 5 000 OK. Et il y aurait une autre série de bons d'impact, ça pourrait être 100 000 Alors, le capital patience, ce qui veut dire que les bons d'impact, on attend pour qu'ils soient repayés à la personne qui a investi. OK. Alors, ça peut jouer là, dans du 5 pour les plus petits, du 6-7 pour les plus gros, OK. avec un plus grand nombre de jours de patience dans les plus gros. OK. Ça fait que c'est pour aider au développement, c'est pour prélever du financement. OK, OK. Donc, c'est ça. C'est un genre de financement que l'association offre. C'est ça? Dans le temps qui avait offert là, OK, OK, OK. oui, des bons OK. d'impact. Oui. OK. C'est quelque chose que vous faites encore? Il n'y a pas eu une demande, mais pour dire que l'association est là pour aider, pour incuber les nouveaux investisseurs, les startups, comme qu'on appelle. Oui, OK, OK. Justement, on travaille avec une startup en ce moment même qui va débuter le 1er février. OK. Ça fait qu'on porte main forte pour ce startup-là. Et on est un peu plus patient qu'on serait à la norme en prenant un risque. Parce que c'est un startup. Comme il faut faire face. Il n'y a pas de record ou rien de ce sorte-là. Mais avec présentation de bons plans d'affaires et puis un peu de recherche, on est capable d'aller de l'avant et d'appuyer les nouveaux startups dans la région. Oui, puis avec votre expérience aussi, tu sais, un bon plan d'affaires, c'est une chose, mais collectivement, vous avez beaucoup d'expérience dans différents milieux, là, les membres de la HIA. Fait que j'imagine que ça aide à décider un peu c'est quoi le niveau de risque qu'on est prêt à prendre en gang. Tu sais. Absolument. Vous en avez vu d'autres. Oui, là. oui, absolument. Toi, tu es directeur général depuis combien de temps? À la HIA? Oui. Oh, parce que t'en as-tu d'autres directions générales dans ta poche? J'ai été à la direction générale pas mal toute ma vie. Ah oui. Dans ma carrière. OK. Mais à l'HIA depuis mars dernier. Oh, tout nouveau. C'est tout nouveau, oui. OK. Oui. En pleine pandémie en plus. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention des questions qu'on va me poser, là, parce que je suis encore en apprentissage. Oh, ben là, je suis pas ici pour juger ta performance, mais c'est quoi le rôle d'un directeur général au sein de cette organisation-là? De faire les suivis, de trouver la clientèle, d'appuyer la clientèle, de prendre soin des investissements qui sont déjà en place, d'en créer des nouveaux. Le genre de choses là, qu'on fait, le roulement de tous les jours, la gouvernance, les finances, ainsi de suite. Puis, tu as dit que tu as déjà été à la direction générale dans d'autres contextes? Dans plusieurs contextes. OK, oui. ben peins-moi donc un portrait de ton cheminement. Mon cheminement, voilà. Ton background. Disons, lorsque j'étais à Ottawa à un moment donné, pendant 8 ans, j'étais à la direction générale pour un investisseur de Montréal pour le développement de stationnement et développement de Café Suprême, si vous voulez. Oui, OK. J'avais 80 d'employés sous mon aile et je développais des stationnements, négociais des contrats avec les gouvernements, avec la capitale nationale, OK. ainsi de suite. C'était très intéressant. Ben, j'imagine. Les niveau-là. stationnements, en partant, c'est intéressant, right? Parce que, tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on ne le remarque pas tant si longtemps qu'on en cherche un. Oui, c'est toute une entreprise, je vais vous dire. Hey, si ça te fait rien, Luc, parce que je suis vraiment curieux, je me posais la question récemment. J'étais Downtown Hall, OK. Gatineau Hall ou whatever. Mhm. Puis on cherchait du stationnement, puis on a trouvé un beau grand stationnement. Downtown Hall, pas loin du vieux Hall. C'est un gros stationnement. OK. Tu sais, il est proche des grosses tours du gouvernement, puis tout ça. Là. Puis je me demandais, comment ça arrive, ça? Ça fait combien de temps qu'il est là? Comment que ça marche avoir un stationnement? Parce que, tu sais, tu regardes une grande tour, puis tu te dis, ça a dû coûter cher faire ça, mais c'est assez rentable. Il y a layer par-dessus layer de bureaux puis d'êtres humains là-dedans qui justifie l'espace. Mais là, je regarde ce parking-là, très vaste, un niveau, straight sur asphalte.
comment que ça arrive, ça? Est-ce qu'il y a des gens qui décident d'en faire? Est-ce que c'est un terrain vacant, puis on se dit, tiens, pourquoi pas? Est-ce que c'est rentable de démolir un building puis de faire un parking? How does it work? Oui. Tout dépendant. C'est appartenu par le gouvernement. C'est évident, ça va aller en appel d'offres. Oui, OK. Ça fait que là, tu gagnes ton appel d'offres, tu veux l'équiper avec les nouvelles technologies, l'embauche d'employés, ainsi de suite, employés, pas d'employés. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne voit pas d'employés dans les stationnements. Non. C'est tout fait de façon électronique. Ouais. Ça, oui. OK. Autre que ça, c'est la sollicitation. Alors, on fait les recherches, on voit à qui appartient le terrain, on voit si le terrain peut être commercialisé. Si oui, on fait une offre de location du terrain. OK. Souvent, la marge de manœuvre n'est pas si grande que ça. C'est une des raisons que tu vois de plus en plus les stationnements qui sont électroniques de ces jours ici pour diminuer operational costs. Ouais. OK. Ah, ben c'est moi ça, la business du stationnement, là, ça me fascine. Ça. Entre autres, tu parles de Hall. Dans le temps que j'étais là, on gérait le stationnement du Musée de la Civilisation, le stationnement de la Tour Belle et aussi le stationnement du Portage. OK. Qui est immense. Oui, c'est ça. On parle de 3 gros stationnements. Oui. Je voulais pas te couper. Continue un peu. Après, ça t'a amené où ton parcours? Le parcours m'a amené par la suite. J'ai géré une brasserie pendant 2 années et demie à peu près. OK. Qui était le fun. C'est pas un changement des stationnements. Oui, c'est tout un autre monde. J'ai travaillé aussi à titre de superviseur au bureau chef à Montréal pour Petro-Canada. OK. J'ai travaillé aussi l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Ah oui, oui. Pour développeurs seniors. Okay. Et j'ai ensuite transféré avec le Conseil de la coopération de l'Ontario à titre de directeur général. J'ai travaillé à la Société économique de l'Ontario à titre de directeur général aussi. Et maintenant, aujourd'hui, me voici. OK. Hey, c'est tellement des milieux variés, mais il y a clairement un fil conducteur. Fait que c'est quoi pour toi le fil conducteur de tous ces différents contextes-là dans lesquels tu as travaillé? Le fil conducteur serait développement. Okay. Ma grande force est dans le développement. Rencontrer des gens, lire entre les lignes, mettre des gens ensemble, développer. OK. Avec tout ça, on parle, oui, de développement, mais aussi, je suis un pur laine à la défense de la francophonie, même si j'apparais d'avoir un peu de misère en français, mais c'est à cause de la façon que j'ai été élevé dans le système scolaire, où ce que l'anglais dominait, natif du nord de l'Ontario, entre autres Kapuskasing et Timmins. Alors, la cour d'école, l'anglais, c'était très populaire, moins à Kapuskasing, mais Timmins beaucoup plus. Oui, Kapuskasing, c'est assez surprenant. J'ai visité il y a quelques années et après avoir visité une bonne partie des communautés francophones dans l'Ontario, Kapuskasing, c'était l'endroit pour moi où le français s'approchait le plus de celui d'Hawkesbury. Oui. Puis quand je dis, tu sais, Hawkesbury, je veux vraiment dire Hawkesbury. Là. Même, je trouve que Rockland se ressemble pas autant que celui de Kapuskasing. C'est capoté. Plus maintenant. Ben, disons Kapuskasing à 70% francophone, un peu comme Hawkesbury. C'est ça. Rockland, si je me trompe, là, on va approcher les 50% bientôt. Ça a changé beaucoup dans les derniers 30 ans. La démographie, là, surtout avec tous les projets de construction qui se passent, les gens de la grande ville d'Ottawa déménagent à Hawkesbury pour avoir 2 fois la maison, puis plus à cette heure, mais dans le temps, oui. Tout à fait. Et là, on a parlé un petit peu on a fait un cheminement, un portrait de ta carrière. On va aller un peu vers Hawkesbury maintenant. La HIA, tu me dis 1963, ça a commencé à peu près dans ce temps-là.
j'ai déjà lu quelque part que Hawkesbury, dans un passé semi-lointain, était considéré comme étant un des gros centres industriels de l'Ontario. Il y a eu une époque où c'était le cas. Je sais pas. C'est-tu vrai, c'est pas vrai, whatever. Mais j'ai pas trop de misère à le croire. Parce qu'il y avait quand même bien des grosses industries. Le portrait a changé avec le temps, d'un point de vue industriel. Mais est-ce que tu pourrais, peut-être de ton point de vue, ça fait combien de temps que tu es à Hawkesbury comme tel? C'est une région que tu connais quand même assez bien, j'imagine? Assez bien, oui. J'ai habité Hawkesbury à peu près une dizaine d'années passées. OK. Et maintenant, j'habite à Rockland, mais OK. je travaille à Hawkesbury. Bon, c'est quand même proche, là. Comment ça a changé un peu? Comment que ça a évolué? Disons, lorsqu'il y a eu des gros changements là, dans les années 2000 avec la crise économique, il y a eu des industries qui ont fermé. Ça a fait beaucoup mal à la communauté de Hawkesbury. Maintenant, je vois un changement. Depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup d'intérêt pour la région. Ça fait qu'au niveau démographique, c'est une région idéale à développer. Parce qu'on est près de l'aéroport international, que ce soit pour le commerce ou que ce soit l'aéroport de Pierre-Elliott Trudeau, près d'Ottawa, près du port de Montréal, près des frontières, soit du Québec ou des États-Unis. Ça fait que les gens aiment beaucoup cette situation-là. Ça fait que les grandes routes sont juste à la porte. Pourquoi ne pas venir à Hawkesbury? OK. Puis, comme c'est là, à Hawkesbury, le portrait, le landscape industriel, ça ressemble à quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on a pas mal plus d'industrie qu'on le pense. Tu sais, quelqu'un là, qui n'est pas plugué dans le microcosme des affaires locales, réalise sûrement pas. Je sais que moi, je le réalisais pas avant de revenir dans le coin, peut-être 5-6 ans passés. Je n'avais pas réalisé à quel point il y en avait des industries. Tu sais, on connaissait tous les classiques, là, du plate, le pulp dans le temps, puis tout, c'était les gros joueurs. Mais il y en a pas mal des gros joueurs ici, puis on n'entend pas nécessairement beaucoup parler. Fait que, qu'est-ce qui se passe comme c'est là en termes d'industrie à Hawkesbury? Oui. Bien, disons, le landscape d'Hawkesbury est énorme. Pour les gens qui le prennent, moi, je dis que les gens le prennent pour acquis sans le réaliser. On a juste à se promener et de se mettre dans la tête d'identifier les industries. Puis on serait tous surpris à dire, ah ben mon Dieu, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une là. Juste à se promener dans les rues, dans le parc industriel. Rendu à un point à peu près où il commence à y avoir un manque de terrain et aussi un manque d'édifices pour héberger de nouvelles industries. L'intérêt jusqu'à l'international nous touche. Je travaille avec un groupe en ce moment du Brésil qui aimerait venir s'établir à Hawkesbury. Ça fait qu'eux, au Brésil, ont entendu parler d'Hawkesbury pour venir s'établir, pour ouvrir leur nouvelle entreprise. Dans les derniers mois, depuis mon arrivée, j'ai reçu à peu près une 50aine de requêtes à savoir s'il y avait des édifices de disponibles, s'il y avait des terrains de disponibles, qu'est-ce qui était à vendre, ainsi de suite. Tout de différents investisseurs et de différentes sortes d'industries aussi. OK. Quand je me promène dans le parc industriel, puis j'ai sûrement tort, mais j'ai souvent l'impression que il y en a des buildings de vide. Mais, tu sais, c'est peut-être pas le cas. Peut-être que c'est quelqu'un qui advertise pas ou je sais pas. Est-ce qu'on a beaucoup? Tu me dis qu'il y en avait très peu. Fait que clairement, c'est une idée que je me fais, là. On voit des édifices qui ont des pancartes qui disent « à louer ». Mais à louer, il faut s'entendre. Ça peut être peut-être 2000 pieds carrés, 3000 pieds carrés, qui n'est pas suffisant pour ouvrir une autre industrie. D'autres, c'est rendu du warehousing.
où ce qu'ils vont héberger de l'équipement pour soit Iveco, soit Ikeo, des industries de ce style-là. Ouais. OK. Parce que j'imagine que ça, il doit avoir un gros besoin de ça. De l'entreposage en ville, c'est une grosse affaire. Oui, absolument. Ils ont commencé en ville à faire des édifices à plusieurs étages pour du storage avec des fausses façades. Je sais pas, as-tu déjà remarqué ça? Moi, ils m'ont eu solide, là. Il me semble à Ottawa, pas loin de la sortie pour la rue Carling, Richmond Carling, dans ce coin-là, il y en a une. Puis je regardais ça, puis je suis comme, wow, c'est cool, tu vois en dedans, mais ça n'a pas de l'air trop busy. Puis quelqu'un qui me dit, non, c'est fake, ça. Ça n'a pas de l'air de ça pantoute en dedans, mais c'est des étages et des étages de storage space. Oui, absolument. Puis il y en a sur Ennis aussi. Ce serait-tu une avenue intéressante, ça? Il faudrait faire une étude de marché, à savoir le besoin réel des gens d'affaires de la région. Justement, le groupe que je travaille avec du Brésil, c'est un peu dans ce style-là, pas tout à fait, mais c'est un peu dans ce style-là qu'ils cherchent. OK. Puis, à ce point-ci, parce qu'on parlait des terrains, puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent à différents niveaux, là, que ce soit pour le logement, business, industrie, etc. Le manque de terrain à Hawkesbury. Hawkesbury commence à être un petit peu saturé. Est-ce que l'association, est-ce que la HIA a présentement est-ce que vous êtes propriétaire d'édifices, premièrement? J'imagine. Oui. Oui. Collectivement, oui. Oui, on est propriétaire, disons, on avait un édifice qu'on vient de vendre dans le mois d'octobre et on a acheté un autre édifice dans le mois d'octobre. La nouvelle qu'on a achetée est louée temporairement et on a un bail de location permanent qui s'en vient là, pour le 1er février 2022. À côté de ça, on appartient à un autre terrain, 5 acres, qu'on négocie présentement pour une industrie ici à Hawkesbury qui veulent faire une expansion. Quand même assez sérieuse pour avoir jusqu'à une 50aine d'employés de plus. Le besoin est là. Sauf qu'il y a des courbes de problématiques qui viennent enjamber ces propriétaires-là. Puis, disons, l'attraction de la main-d'œuvre en est une. C'est un gros sujet, le sujet du jour. Mais je dois dire que la communauté d'Hawkesbury, de Prescott Russell, regarde les choses de façon proactive. Ça fait qu'il y a des comités qui ont été mis de l'avant pour combler le besoin de la main-d'œuvre de la région. Et aussi un autre comité sur le côté habitation, qui est une autre problématique dans la communauté d'Hawkesbury, où est-ce qu'on va héberger ces employés-là. OK. Puis c'est quoi des initiatives comme ces-là en place ou qui sont présentement en train de se faire, d'être travaillées pour attirer de la main-d'œuvre ici? Disons, je fais partie d'un comité et l'association a aussi investi dans ce comité-là parmi d'autres personnes qui ont investi. La semaine prochaine, justement, possiblement, il y aura une conférence de presse pour en parler davantage. Je ne voudrais pas ruiner le gâteau pour tout le monde. Bien correct. Mais il y a des belles initiatives qui sont mises de l'avant. Entre autres, là, pour donner un incitatif pour attirer des employés dans la région. OK. Est-ce que, côté recrutement, mais là, mettons qu'on ne parle pas d'attirer du nouveau monde dans la région. Mettons qu'on essaye, je sais pas moi, de convaincre ceux qui sont déjà ici à aller travailler. Parce que je suis d'accord que ça nous prend plus de monde. Ça, je ne m'astinerai pas là-dessus. Je suis à 100% d'accord. Mais mettons là, qu'on ne réussit pas à régler les problèmes de logement ou rien de ça. Ça presse, on a besoin de la main-d'œuvre. On s'est fait dire récemment par un client à nous qui ne voulait pas qu'on lui fasse de publicité parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour avoir plus de jobs.
Fait que tu sais, c'est un problème, ce problème de main-d'œuvre-là, à bien des niveaux. Je pense qu'on réalise pas exactement à quel point c'est far-reaching. Oui. Tu sais, ça affecte une industrie, ça n'affecte 15 autres. Oui. Ça n'a pas le choix. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire short-term pour aller attirer du monde, encourager du monde à travailler? On est dans une période tellement weird comme c'est là. On sort de la pandémie. Ça a mis en lumière bien des affaires pour bien du monde. À la limite, on se remet en question, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les gens d'aller se pogner une job dans une industrie, d'aller les encourager, d'aller au moins peut-être s'intéresser, voir c'est quoi? Comment on fait ça? Disons, pour moi-même, c'est un peu prématuré de porter une analyse à cause du fameux CERB, où ce que les gens préféraient rester à la maison puis se faire payer à rien faire. Maintenant que c'est fini, les gens n'auront pas le choix d'aller travailler. Et c'est des gens qui ne pourront pas se fier sur l'assurance-emploi, de choses comme ça. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur CERB. Ouais. Ça fait que je crois que dans quelques mois, on va avoir un meilleur portrait où est-ce qu'on se situe. OK. Parce que les gens, il va falloir qu'ils aillent travailler pour vivre. CERB, ça vient de finir? Ben, je pensais même pas que ça avait duré aussi longtemps. Oui, God. octobre, oui. Ils vont continuer seulement pour les entreprises qui doivent fermer. Okay. À ce moment-là, ils vont accommoder les gens avec une série de CERB. Wow. Mais autre que ça, lorsque les gens vont aller se promener dans les rues à identifier les industries, tu as raison, parce que chaque industrie, on voit des immenses pancartes qui dit « emploi disponible ». Ah, il y en a plein. Ça fait que c'est un réel problème. Là où je voulais en venir tantôt quand je disais short term, essayer de... Parce que, tu sais, comme j'ai dit, je pense que ça prend du nouveau sang ici pour nous aider à combler des postes, régler ce problème-là, mais ça amène d'autres problèmes, logement, etc. Fait que c'est un long process. Il y a bien des joueurs clés là-dedans, tout, mais mettons qu'on veut aller chercher des gens, des travailleurs dans nos industries, nos commerces. Moi, j'ai peur parce que, tu sais, on dirait que c'est devenu un genre d'archétype ou d'opinion que aller travailler à l'usine, c'est comme un last resort, right? Tu sais, on voit ça un peu comme étant, ça va être tough, ça va être des longues heures, etc. Mais j'en ai visité des usines et des industries dans le coin. Il y en a beaucoup d'entre elles qui, c'était pas ce à quoi je m'attendais pantoute, là. Tu sais, c'était super beau là-dedans. Ça se passait pas exactement comme je pensais. Les employés étaient extrêmement diversifiés en termes d'âge, gars, filles, background différents, whatever. Puis je réalisais que j'avais pas vraiment bien compris. Tu sais, je m'étais fait un portrait cliché de la chose. Oui. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui ont encore ce portrait cliché-là dans la tête. Puis qui ne veulent pas y aller, malgré le fait que c'est souvent relativement payant, tout dépendant, pas parler pour tout le monde. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi et ton expérience, là, pour essayer de défaire cette mentalité-là, peut-être défaire les mythes, puis, je sais pas, encourager les gens à peut-être au moins l'essayer, tu sais, essayer de jazzer ça up un peu, cette opportunité-là d'aller travailler dans une industrie, pour les gens qui ne le considèrent même pas parce qu'ils ont juste l'image de leur grand-père en train de travailler dans une usine, pas de gants, pas de lunettes, en train de mourir à petit feu. Là. Oui. C'est comme toute autre chose, il faut démystifier. Et ça se fait avec un bon plan de marketing et puis de publicité. À démontrer les gens qui sont heureux, des témoignages, ce genre de choses dans les différentes industries. Parce que c'est quand même pas si mal. À titre de salaire, tu as certainement là, un peu plus que le salaire minimum, certaines industries, mais majoritairement, c'est du 20 à 35 de l'heure, tout dépendant là, dans quel genre d'industrie que tu travailles. OK. Puis, quand vous regardez pour des nouvelles industries, là, des nouvelles business, Hawkesbury, du nouveau sang en termes d'employeurs, est-ce que vous portez une attention particulière à ce qu'il y a déjà ici, puis
essayer de trouver des trucs qui pourraient créer une synergie avec ce qu'il y a, peut-être comme des industries complémentaires ou quelque chose comme ça? C'est-tu quelque chose que vous faites, ça? Oui, absolument. Lorsque les gens m'appellent souvent, on va faire des analyses de compétition. Juste, c'est pour la personne, pour l'investisseur, parce que je ne voudrais pas amener un investisseur qui va ouvrir une troisième industrie dans la région qui existe déjà. Ça fait qu'avec une analyse de compétition ou des différents genres d'analyses, on peut faire comprendre à la personne, mais peut-être un autre endroit serait mieux ou un autre genre d'entreprise serait mieux pour venir investir. Puis ça, pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas des compétiteurs? Bien, des compétiteurs, il faut s'entendre, la communauté a 10 000 personnes et puis il y a seulement assez de clients, de clientèle pour certaines industries. Mais si on parle des grosses industries, là, comme, mettons, je sais pas moi, ICO, là, justement. Là, eux autres, c'est surtout du recouvrement là, qu'ils font. Bon, il ne doit pas y avoir grand monde qui va acheter du Bardot direct là. Fait que à ce moment-là, est-ce qu'un compétiteur, à part pour des raisons, mettons, de gentillesse, ce serait quoi la raison pour ne pas l'avoir ici? Bien, à ce niveau-là, s'il y aurait quelqu'un qui aurait un intérêt, s'il vous plaît, présente-moi-le. Ça va me faire plaisir de travailler avec. Si on parle de 200-300 emplois, mais là, on va rentrer dans un autre problème, mais on fera face au problème. Ils vont se pogner leurs employés un l'autre. Oui, c'est sûr. Il y a une manque de main-d'œuvre. Là, tu ouvres la même affaire l'autre bord de la rue. C'est quelque chose qui arrive. Ça se passe en ce moment. Là, ils se poachent des employés. Oui, une porte roulante là, d'une industrie à l'autre, là, sans arrêt. Mais ça, c'est intéressant comme problème, par exemple, parce que, tu sais, est-ce que... on va jouer l'avocat du diable un peu. Mettons que ça arrive, c'est un problème. C'est clairement un problème pour ces employeurs-là qui ont un revolving door d'employés qui rentrent, qui sortent, etc. Dans ton expérience ou tes observations, est-ce que ça crée un genre de positivisme, ça, pour l'employé? Vu que, tu sais, comme c'est là, il y a le gros bout du bat, fait qu'il butine ici, il butine là. L'autre employeur est toujours obligé de craquer sa game pour le revoir. Fait que, est-ce que, ultimement, il y a un bénéfice pour l'employé? Mais si oui, c'est quoi le prix à payer pour l'employeur? Puis à long terme, is that a good thing? Bien, disons que la pandémie, elle a amené une chose sur la table. Elle a rendu l'employabilité favorable pour l'employé plutôt que l'employeur. Ça fait que ça va plutôt devenir un monde pour les employés qui peut l'accommoder le mieux, des gens qui peuvent travailler de la maison pour être avec la famille en même temps. Il faut que l'employeur vraiment ajuste ses flûtes et devenir beaucoup plus flexible qu'il n'a jamais été. Ça va devenir de plus en plus important pour la rétention des employés. Même dans les initiatives que je te parlais tantôt, il y a certains organismes dans la communauté, justement, qui travaillent sur la rétention des employés, qui donnent des séminaires ou ce genre de choses là, à des différents employeurs dans la région, comment rendre ton industrie plus accueillante. Parce qu'une des solutions, comme tout le monde le sait, c'est d'attirer des immigrants pour venir travailler en région. Il faut aussi comprendre un immigrant, une immigrante, comment que ça fonctionne. Il faut autant travailler avec l'immigrant, l'immigrante que travailler avec l'employeur pour rendre le milieu de travail beaucoup plus accueillant et de comprendre comment que ça fonctionne aussi ici au Canada. C'était justement une de mes questions. Je suis content que tu aies apporté le sujet parce que, tu sais, c'est ça, en parlant du stigma de travailler à l'usine, je me disais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait bien des employeurs, bien des propriétaires de business qui commence à se défaire d'une mentalité qui a juste plus sa place parce que c'est ça, là, on a de plus en plus de professionnels ou de gens qui sont extrêmement doués dans différents métiers, qui sont
très en demande comme c'est là, qui réalisent qu'on n'est plus dans la game des, comme mon collègue Max dit, c'est plus des employeurs qui donnent des jobs, c'est des personnes qui donnent de leur temps. Là, c'est ça qui est en train de se passer. Fait que, exact, il y a des mentalités à changer. Penses-tu qu'il y a de l'espoir à ce niveau-là? On va-tu vraiment voir ça ou c'est parce que... Disons que ceux qui changent avec le temps vont continuer à avoir du succès. Ceux qui ne changent pas, on va probablement voir qu'ils vont être obligés de fermer leurs portes parce qu'ils n'auront pas d'employés pour travailler. Je leur souhaite parce que, tu sais, c'est facile d'imaginer la petite business hip là, qui vient d'ouvrir, puis qui a un concept flyé, se réajuster, puis... Mais c'est tellement plus difficile d'imaginer la grosse industrie, la grosse usine qui est là, ça fait 50 ans. Tu sais, faire le flip assez vite pour pas se retrouver devant un potentiel désastre, je leur souhaite, ça doit être tellement plus difficile. Oui, parce qu'on reçoit des appels, puis il y a beaucoup d'intérêt dans la communauté pour les entreprises pour mettre de l'avant de l'expansion. OK. Mais justement, encore, on va parler de main-d'œuvre, puis ça les inquiète. Oui, je veux. Puis au niveau de la demande pour la production, est là. Il y a comme un genre de boom pour les usines en ce moment. C'est juste où placer l'usine, où est-ce qu'il y a la main-d'œuvre de disponible, ainsi de suite. Puis, quand on dit usine, souvent, on a l'image du gros building pollueur qui pue dans la tête. C'est souvent c'est l'image de dessin animé, l'archétype qu'on a dans la tête. C'est pas toujours le cas. T'sais. Non, absolument pas. Quel genre d'usine, justement, là, comme c'est là, qui est en demande, qui pourrait vraiment être intéressante pour nous? As-tu des exemples, sans nommer une business précise, mais peut-être un... Beaucoup dans la construction, une usine qui fait des portes de garage, à titre d'exemple. On en a une ici à Hawkesbury. On a ça? Oui. Je savais même pas. C'est qui? Ridge Nassau. Ils sont où? Ils sont situés sur la rue Tessier. Ah, Tessier. OK, oui. Il y a bien des affaires qui passent inaperçues sur la rue Tessier, right? Oui. Là, c'est plus facile là, parce qu'ils l'ont agrandi pour École Mondo, là, mais... C'est ça, oui. OK. Wow. Le nouveau client que je vais recevoir le 1er février, c'est construction de maisons modulaires. Qui est un autre exemple, création de 25 emplois, 5 à 10 sous-contractants. Ça fait que c'est bien pour l'économie de Hawkesbury, pour la ville de Hawkesbury aussi. Ce genre, qu'est-ce qu'on appelle le light industrial? Oui. OK, c'est ça. Parce que là, en plus, il y a eu tout le débat avec la cimenterie à Champlain aussi. Là. Ça divise beaucoup, là, ce genre d'usine-là, d'industrie-là. C'est ça. Puis à Hawkesbury, près des quartiers résidentiels, tu sais, biscuit Leclerc, c'est pas pire. Le soir, ça sent le chocolat. T'sais, le jour aussi. Le jour aussi, des fois, si la brise est juste correcte, là, ça, c'est pas trop pire. Ça aussi, c'en est une très grande. Tu sais, tantôt, je parlais de... On est allé vers la compétition quand je parlais d'industrie qui se complémente. Mais mettons qu'on y va d'un point de vue positif. Est-ce que c'est quelque chose ça, que vous checkez? Là, je vais utiliser un exemple complètement ridicule. Mais mettons qu'on a biscuit Leclerc. C'est le fun, ça. Mais là, à côté, je sais pas, moi, il y a une industrie qui fait des bons verres de lait frette, qui veut s'installer à côté. T'es comme, c'est parfait! C'est les deux affaires qui vont le mieux ensemble au monde. Ça, c'est ceux qui vont devenir amis. Mais on a-tu, mettons, des situations comme ça là, qui sont un peu plus groundées que mon exemple niaiseux, là, mais comme qui arrivent des fois, une industrie qui est vraiment complémentaire à l'autre? Pas à ma connaissance en ce moment. Comme mentionné, là, ça fait à peine 1 an là, que je suis avec l'association. C'est fair. Mais sûrement, il doit en exister, sûrement. C'est-tu quelque chose que toi, tu considères, mettons, pour des initiatives futures? Tu penses à quelqu'un qui est ici, là, qui aimerait avoir comme voisin, lui? C'est-tu... C'est pas dans mon livre en ce moment. C'est plutôt en ce moment pour l'association, c'est de développer des nouveaux terrains. Il y avait un projet en 2005 qui avait été mis de l'avant.
pour développer des terrains. C'est pas des grands secrets, là. Ça a été publicisé partout. Dans le Champlain, qui est juste à côté d'Hawkesbury. Il y a des terrains qui fait bordure avec Hawkesbury. On a remis le projet sur pied en 2021. On a eu une lettre d'approbation de la municipalité de Champlain qui voulait participer au projet. Nous sommes toujours en attente en ce moment de la municipalité de Hawkesbury à voir s'ils veulent participer au projet aussi, puisqu'il faut s'entendre, c'est là, l'eau et les égouts, ça vient de Hawkesbury. Ça fait que c'est pas si évident que ça. Il y a un peu de politique concernée dans un tel dossier. Mais on voudrait vraiment avancer avec ce projet-là, vu qu'il reste seulement que quelques terrains là, à vendre dans la région de Hawkesbury. Et ça donnerait un bon gros coup de pouce pour vraiment attirer là, et d'élargir, d'agrandir le parc industriel. Oui, je comprends. Puis... On parle d'à peu près là, 250 acres, à peu près. 250 acres. Peux-tu m'aider un peu à visualiser qu'est-ce que 250 acres ont l'air? Mon Dieu. Pour quelqu'un qui pourrait pas te dire en pied carré ce que la table est. Hawkesbury, c'est combien d'acres à peu près, ça? Ça, je pourrais pas te le dire. Là, ça serait dans les milliers. OK. Oui. Ben, 250 quand même. La grandeur, ça serait à peu près de la 17 jusqu'à... si tu pars de la 17 puis tu descends la rue Tupper, jusqu'où ce qu'on voit là, le résidentiel, jusqu'à la bordure, un peu en dedans de la bordure de la forêt. Justement, là, vu qu'on est dans ce quartier-là, Artist in Residence, ça c'est intéressant comme initiative. Ça s'en vient-tu encore, ça? Je pourrais pas te répondre cette question-là. Je sais que c'est peut-être confidentiel aussi comme information, tout parce que là, on parle d'un entrepreneur spécifique, là, mais j'avoue que je trouve ça très intéressant comme idée. Ce serait le fun, ce serait différent. Oui, très différent. Puis ce genre d'industrie-là qui, je présume, tant qu'à faire ça aujourd'hui, tu fais un espace pour de la clientèle pour rentrer. Tu sais? T'en fais un peu une expérience aussi. Est-ce que c'est quelque chose que nos industries font pas assez, ça? Tu sais, aller straight à l'usine, acheter des affaires. Penses-tu qu'ils pourraient bénéficier de ça? Il y aurait un certain bénéfice. Disons, ça serait un complément aux revenus. Je ne sais pas, ça générerait assez de revenus pour justifier la main-d'œuvre. Je connais une industrie en ce moment que justement, il fait une petite expansion pour avoir un genre de petit magasin en avant. On va en attendre parler là, d'ici les 2 prochains mois. OK. T'as pas besoin de me dire c'est qui, mais j'espère que c'est les biscuits. Sérieusement, ce serait hot. Parce qu'à chaque fois que je passe en avant, je me dis pourquoi que je peux pas aller acheter des biscuits là? Ça me tape un peu ses nerfs. Puis, tu sais, quand je pensais à ça, je pensais même pas à ça en termes de profit. Tu vas à un gros vignoble, t'achètes un verre de vin, puis peut-être 2 bouteilles. Ils attendent pas que tu ailles les visiter pour faire de l'argent, eux autres. Le vin, ils le vendent ailleurs. I know. Mais si tu utilises ça un peu comme une opportunité de contrôler l'image de ton entreprise, la présenter en quelque chose que les gens peuvent comprendre, qui aiment voir. Juste d'un point de vue recrutement, ça pourrait pas être une stratégie intéressante, ça, d'humaniser la chose, donner accès au public, puis montrer un autre angle de ce qu'ils font. Il faudrait absolument qu'il y ait un magasin séparé dans le building comme tel, parce que les assurances ne permettent pas. Pas straight sur la ligne, là, mais d'aller sur la ligne, là, mais ça serait quand même une idée intéressante à explorer avec, disons, le département touristique pour avoir des tournées touristiques dans les différentes usines, puis des petits magasins qui sont en avant. Là, ça serait quelque chose de différent. On le fait à la ferme, pourquoi pas dans les industries. Ben, c'est ça, exactement. Ça fait quand même partie de qui on est. Sont installés ici.
je sais pas, moi, je me dis tout le temps, ce serait le fun de voir un peu ce qui se passe en arrière, puis en même temps, s'il y en a qui disent non, jamais de la vie, il n'y a jamais personne qui va entrer ici, ben, peut-être des questions à se poser, tu sais. Pourquoi tu veux pas de visite, man? Mais pour des affaires comme biscuits Leclerc, je me dis, ce serait le fun, ça. Les biscuits straight à l'usine, I don't know. Non, je trouvais que c'était amusant. Avec le petit verre de lait de la nouvelle industrie à côté. Oui, c'est ça, exact. Qui font des verres de lait froid déjà faits. Je sais pas comment ils vont shipper ça, là, mais... Ouais. Fait que qu'est-ce qui s'en vient à Hawkesbury comme c'est là? Qu'est-ce qui s'en vient d'intéressant au pire pour l'Industrial Investment Association? Est-ce que vous avez des initiatives comme c'est là qui vont commencer ou qui sont là puis qui cherchent des gens, qui cherchent de l'implication? Est-ce que vous avez un call-out, un shout-out à faire à la communauté? Bien, comme j'ai mentionné, on a le nouveau, c'est nouveau maintenant, ça s'appelle 2021 pour l'expansion de la zone industrielle de Hawkesbury dans Champlain. Mm-hmm. Ça fait qu'on espère que ça va voir le jour avec les collaborateurs et les partenaires. On travaille aussi avec une autre industrie pour l'expansion jusqu'à une 50aine d'employés. Ceci peut voir le jour là, dans très peu. Mm-hmm. Et la nouvelle industrie de maisons modulaires qui va être bâtie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Les maisons modulaires, ce sont contractés, des contrats reçus pour bâtir des maisons modulaires pour les Autochtones dans le nord du Québec et le nord de l'Ontario. Okay. Ça fait qu'on va voir des maisons là, de 12 à 14 pieds de large, 60 pieds de long qui vont se promener sur les routes à compter de Hawkesbury. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est gros, hein, ça? Oui. Ouais, j'en ai vu une couple aussi sur l'autoroute. Ça doit pas être facile à transporter, ça. Puis, en termes d'initiative, comment qu'on se joint au HIA présentement? Tu sais, comment on fait pour être membre, pour s'intéresser et qui peut être membre? Oui. Disons, les gens qui sont intéressés à l'industrie peuvent devenir membres à l'HIA. Il n'y a aucun frais de membriété en ce moment. OK. Ça pourrait changer. Avant notre AGA, on a toujours des demandes. C'est toujours mis dans les journaux, ainsi de suite. Mm-hmm. Et on a besoin d'être membre pour participer à l'AGA, c'est certain. Okay. Ça fait qu'à ce moment-là, on peut demander d'adhérer comme membre à l'HIA. C'est quoi les perks d'être membre? C'est d'aider sa communauté, de croire à sa communauté et d'être là à l'AGA et d'amener de l'avant là, des suggestions ou des recommandations. D'avoir accès à, c'est ça, des pairs. À l'information, puis peut-être de suggérer des nouvelles industries ou des investisseurs, ainsi de suite. Majoritairement, les municipalités sont membres aussi et participent à notre Assemblée générale annuelle. Mm-hmm. La prochaine s'en vient dans le mois d'avril. OK. Ça fait que ça va être fort intéressant à suivre. Et pour une entreprise qui désire être membre, mais qui ne le fait pas parce que, je sais pas, elle se dit, je ne suis pas une industrie. C'est-tu grave? Pas vraiment grave. Si qu'on dit entreprise, dans mon livre à moi, ça qualifie, aucun problème. C'est certain là, qu'on aime avoir les gens impliqués avec les usines ou les industries, ainsi de suite, là, où ce qu'il y a un genre d'intérêt secondaire envers une industrie, que ce soit l'employabilité ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. C'est large quand même. C'est ça, oui. Exact, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important aussi pour les gens de comprendre, c'est que s'intéresser à ce genre de regroupement-là, même s'il y a industrie dans le nom, c'est plus à propos d'être intéressé par le développement économique de ta région. C'est ça, oui. Right? Oui, parce absolument. que, puis ça, c'est, on gagne tout là, à s'intéresser à ce genre d'affaires-là. Oui. Puis il y a l'accès à l'information qui devient très intéressant. Il y a toutes sortes de comités qui existent dans la région. Je t'ai parlé d'un comité pour l'attraction de la main-d'œuvre. Il y a un comité pour l'avancement, le lancement de l'économie dans la région aussi. Il y a un autre comité pour l'habitation abordable. C'est tous des comités proactifs.
Ça fait qu'il y a accès à cette information-là aussi. Ouais. Où est-ce que les gens pensent toujours, il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Puis, ils ont juste à s'impliquer, puis ils vont en savoir davantage. Oui, c'est ça, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe, premièrement. Là. Mais j'avoue que des fois, ce qui se passe est quand même, c'est pas secret, mais il faut que tu le saches, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'aime des fois démystifier des organisations. Parce que, tu sais, si moi, quelqu'un qui est relativement au courant, allumé, qui lit les journaux puis qui s'informe, avait aucune idée quelques années passées que tout ça existe, je suis sûr qu'il y en a une méchante gang. Oui, absolument. Puis une fois que tu en découvres une, tu en découvres trois. C'est 4, 5, puis là, ça finit plus. Puis là, tu réalises qu'il y a plein de joueurs aussi qui sont dans toutes ces affaires-là. Puis là, le réseautage se fait de façon exponentielle. Ouais. Fait qu'une bonne porte d'entrée pour s'impliquer, puis savoir ce qui se passe, puis réaliser que oui, il y a des choses qui se passent. C'est de commencer à connaître les organisations, puis s'y joindre. C'est souvent assez facile. Oui. Disons que la collaboration est extrêmement importante. J'ai vu dans le passé, là, dans d'autres emplois, les gens travaillaient en silo, puis c'était très compétiteur. Oui, ça arrive pas mal. C'est de travailler en collaboration, à savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres organisations, parce que l'association n'est pas la seule association qui travaille avec le développement d'usines ou la rétention d'employés ou la création d'emplois. Il y en a plusieurs dans la région. J'ai témoigné à quelques reprises une demande d'information qui venait de mon collègue dans une autre association, puis la même demande qui a fait le tour de la ville 3 fois. Okay. Puis là, tu te dis, ben coudonc, pourquoi qu'on ne travaille pas ensemble? Et puis, partage-moi l'information. Je t'apprends virer en rond, là, puis on fait 3 fois le travail. Oui, c'est long, c'est ça. Ouais. Oui, puis ça, c'est... Oui, tout à fait. Cette histoire-là de travailler en silo, tout, puis je pense que c'est facile à ce que ça arrive. Il y en a tellement d'organisations, puis des fois, c'est facile d'oublier qu'on est une gang puis qu'on a tout un peu la même mission. Puis je pense qu'on a beaucoup à gagner de l'implication communautaire, d'en avoir un peu plus, ne serait-ce qu'à la limite de l'intérêt. Peut-être que par l'entremise de ton intérêt et de ta curiosité, tu vas apprendre qu'il y a un problème qui existe que tu ne connaissais pas. Puis peut-être que toi, tu as la créativité pour avoir des bonnes idées. Puis la drive des partager. C'est le fun, ça. Ça peut arriver vite là, quand on a du nouveau sang qui s'intéresse à quelque chose. Puis on a besoin de plus de gens qui s'intéressent au bien-être de la communauté. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Oui. Puis quand je dis de bien-être de la communauté, je ne veux pas nécessairement dire, je sais pas, me, myself and I, tu sais. Je pense que quand on s'implique comme ça, il faut penser à soi en termes de ce qu'on peut apporter. Mais la mission, c'est pas toi. c'est tout le monde. Tout le monde ensemble, oui. Puis des fois, ça, je pense que c'est facile à oublier, puis... Vraiment, s'il y a un shout-out à faire, je pense que c'est ça, tu sais. Reach out, puis informez-vous sur c'est quoi, c'est qui. J'imagine qu'en plus, vous avez de l'information en ligne, là, si on veut lire un peu sur vous autres. Puis... En ce moment-là, c'est après se faire mettre à jour. OK. Et aussi avec nouveau format là, du site web, là, que dans la nouvelle année, là, ça va être annoncé. OK. Parce que autant j'aimerais que les gens qui cherchent une industrie, ils vont être capables de s'enregistrer en ligne, puis moi, je peux le poster en ligne. Autant ceux qui ont quelque chose à vendre, un terrain, une industrie, ainsi de suite, qui pourraient être en ligne aussi. Avez-vous des communications que vous faites avec le public, que ce soit via les médias sociaux, je sais pas moi? Pas en ce moment. J'ai développé un plan de marketing. C'est inclus dans le plan de marketing. Super. Très important. C'est la visibilité. Là. Il n'y a rien de meilleur. Il faut savoir que vous existez. Exactement, oui. Puis surtout, toutes les belles choses que l'association a faites dans les dernières années, puis les belles choses à venir aussi. Les gens ont besoin de savoir.
Je regarde là, mon plan de marketing, justement, je l'ai mentionné à la relance économique de Prescott et Russell, pour la simple raison qu'on doit travailler ensemble dans un plan de marketing pour aller annoncer à l'extérieur, que ce soit les emplois disponibles, que ce soit les industries disponibles, toutes. Parce que, comme vous le savez, tout se vend. Ça fait que... Ouais. Oui, tout à fait. Puis, je suis convaincu que vendre qui on est ici, c'est pas si dur que ça, là. Non, si les gens arrivent à en entendre parler au Brésil, il y a quelque chose de bien qui est fait. C'est ça. Moi, je pense que si on était plus de gens d'ici qui y croient, on réaliserait à quel point c'est facile de se vendre. Il faut juste le faire comme du monde. Oui, absolument. Mon collègue et moi, on fait ça beaucoup, puis on se pose souvent des questions par rapport à ça. Puis c'est en y pensant, bien comme il faut, qu'on réalise que c'est pas si difficile que ça à vendre. C'est plus difficile à le vendre au monde d'ici qu'au monde d'ailleurs. C'est ironique au bout. Oui. Dans ma carrière, dans le passé, à titre de directeur général au Conseil de la coopération de l'Ontario, j'étais là pendant 11 ans. 11 ans, wow. Et j'ai reconstruit l'association d'un employé. Lorsque j'ai quitté, là, il était plus d'une quinzaine. Et quadruplé le chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et c'était justement avec un projet de visibilité, de marketing et de coopération. On dit collaboration, mais coopération, ça arrive à la même chose. Sure. Parce que le Conseil de la coopération, c'est justement la coopération des gens qui ont une idée commune ou un problème commun, qui se mettent ensemble pour le régler sous forme d'entreprise sociale. Yeah, there you go. Écoute, Luc, le temps passe vite. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais plugger avant de partir? Tu m'as dit que ton AGA, c'était au mois d'avril. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe avec le HIA d'ici là, présentement en virtuel ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais inviter à te contacter ou quelque chose comme ça? Ou sinon, le prochain meeting, c'est au mois d'avril? J'aimerais établir un répertoire aussi là, de les industries qui existent dans la région. OK. Je sais qu'il y en a qui existent, mais pour certains gens, c'est un peu compliqué, puis tu as besoin d'accès à la carte, ainsi de suite. OK. Mais c'est un répertoire que j'aimerais ajouter au site web à l'éventuel. Et aussi des lettres d'appui feraient du bien pour encourager l'expansion du parc industriel de Hawkesbury. Ah, OK. Puis ça, comment on fait pour te rejoindre ça pour les gens qui aimeraient contribuer? Les gens qui aimeraient contribuer, tout simplement, vous allez sur le site web, les numéros de contact sont là. All right. Ou tout simplement L. Morin à commercial Hawkesbury Industry en anglais .com. Luc, merci beaucoup. Un grand plaisir. Et bonne chance avec tes projets. Merci.